des petits blocages à tout niveau. Ça plaide encore deux fois dans le fait de distinguer la question du handicap et de la santé, qui n'est pas la même chose. Si on fait du handicap nous donne de santé, on la met dans les mains du médecin et on laisse toute la chaîne. Il faut vous asseoir, parce que sinon, là c'est pas très bien déroulé. On va passer à la table ronde suivante. Bonjour, merci de nous rejoindre sur cette table ronde. Donc on va parler maintenant, on a eu une journée très riche hier, où on a pu entendre toute l'expression et la détresse des parents. Aujourd'hui, on va enfin laisser la parole aux enseignants, au ministère aussi, parce que c'est vrai qu'il y a eu, voilà, je comprends cette déception, pour la vivre d'ailleurs au quotidien, étant moi-même touchée par ce sujet. Voilà, on va voir maintenant de l'autre côté, côté école, qu'est-ce qui se passe, côté ministère, qu'est-ce qu'on met en place. Alors, effectivement, pour parler de tout ça, on a Michel Dupont, qui est professeur des écoles en CM1, Mélanie, qui est coordinatrice Ulysse et maître formatrice ASH, donc vous aurez l'occasion d'expliquer tout ça. Noémie Maury, qui est présidente de EMC Partageons. Mais je suis désolée, il y a eu cette histoire au départ d'interversion, donc effectivement, présidente de EMC Partageons. Et Noémie, coordinatrice Ulysse, là, non, maître formatrice, et c'est vous qui êtes coordinatrice. Je suis désolée. Voilà, vous allez réexpliquer tout ça. Et Alain Bourg, donc chef du bureau à la personnalisation des parcours et à la scolarisation des élèves handicapés. Alors, j'avais envie, Michel, de partir de votre cas, parce que vous êtes une enseignante dans une école, alors dite normale. Je vais mettre voilà, je mets des guillemets à ce mot normal parce que effectivement, il faut bien mettre un mot. Et puis, vous avez été confrontée parce que dans votre classe, vous avez eu, je crois, 5-6 élèves qui avaient des besoins spécifiques. Alors, j'ai envie que vous nous racontiez un petit peu comment ça s'est passé de votre côté. On va peut-être vous donner un micro, ce sera plus simple. Oui, on n'entend pas. Je pense que le micro est éteint. Donc, je suis enseignante en classe dite normale depuis 1983, donc une certaine expérience. Et tout au long, moi j'ai connu une époque où effectivement, on a beaucoup parlé hier, il y a eu beaucoup de sujets évoqués, c'était extrêmement intéressant. Et on a aussi parlé là du médical. J'ai connu une époque où les élèves à troubles non identifiés étaient dirigés vers l'hôpital de jour. Donc, moi, j'ai connu l'inclusion progressive de ces enfants dits à problème dans nos classes dites normales. Et mon école ne comporte pas de classe Ulysse. J'ai toujours eu donc ces enfants. En 2010, une collègue et amie qui travaillait dans un IMP, Jeanne Hutto-Lepez, m'a demandé de participer à un projet d'inclusion. Nous avons bâti sur plusieurs années un projet d'inclusion entre nos classes et c'était extrêmement intéressant. Marie-Hélène Ferrand a vu un des projets, puisque ça s'est fait aussi par l'intermédiaire de la fondation La Main à la Pâte, qui a été extrêmement... C'était vraiment très, très enrichissant pour moi. Parce que j'ai eu accès aussi à une formation. Il y a eu une formation en neurosciences vraiment décisive qui s'est passée sur le plateau de Saclay, où pour la première fois, des neuroscientifiques nous ont expliqué dans les grandes lignes le fonctionnement d'un enfant autiste, ce qui ne m'était jamais arrivé auparavant. Personne ne nous explique quelles sont les déficiences des enfants que nous accueillons. Alors,
c'était très intéressant de voir qu'ils ne répondaient pas à certains stimuli que nous mettions tous. Nous sommes restés 5 enseignants à regarder l'image IRM du cerveau correspondant à divers stimuli. Et nous avons enfin compris pourquoi nos actions n'avaient aucun sens pour ces enfants. Ça a été un grand apaisement pour moi, parce que j'ai modifié ma manière de faire. Donc c'est venu par une démarche personnelle, aidée par la Fondation La Main à la Pâte. J'ai continué ces échanges avec les classes IMP. Ça s'est arrêté il y a juste 2 ans. Et cette année, je me trouve dans une classe où j'ai 27 élèves et 5 PPRE. Le PPRE, c'est un plan personnel de réussite éducative. Donc, ce sont des élèves qui ont différents troubles. Ça peut aller de l'élève hyper performant à l'élève qui a un trouble comportemental. J'ai écouté hier la souffrance des parents. Il faut savoir que quand on reçoit les parents, cela va du chagrin exprimé à l'envie de coopérer jusqu'à l'agressivité. Que faites-vous pour mon enfant? Il ne se passe rien. Il ne se passe rien, et il se passe des choses dans la classe, mais ça n'est pas quantifiable parce que ça passe par l'organisation, l'attitude. Et je dois, en tant qu'enseignante appartenant à l'Éducation nationale, mener à bien un projet pour toute une classe. Ça ne s'arrête pas à un enfant. Je comprends très bien que les parents qui ont un enfant en souffrance me parlent de leur enfant, mais oublient les 26 autres. Et pour moi, je suis absolument en torsion entre ces demandes. Et c'était quelque chose qui est difficile à vivre, donc il a fallu que je trouve moi aussi un modus vivendi, parce que ces enfants sont des enfants, depuis que j'en ai, j'ai observé, sont très souvent des enfants hypermnésiques, extrêmement réceptifs à tous les stimuli. C'est-à-dire qu'ils décrochent, leur attention décroche parce qu'ils sont constamment en train de chercher à collecter les nouvelles informations qui se passent dans la classe. Donc c'est quelque chose, il faut comprendre que leur fonctionnement, ils sont constamment en alerte. Leur cerveau est constamment en alerte. Ce n'est pas eux qui le commandent, leur cerveau est en alerte permanente. Et j'ai aussi cette année une petite fille qui souffre beaucoup du bruit ambiant. Et pour faire accepter, les parents m'ont proposé un casque, c'est moi qui leur ai dit, mais pourquoi pas un casque anti-bruit au moment où elle est très fatiguée. Mais quand j'en ai parlé autour de moi, autour de mes collègues, ils ont trouvé ça complètement ahurissant en disant, mais on va la couper de tout. En fait, c'est ponctuel, il faut la soulager, cet enfant, parce que c'est comme une brûlure dans le cerveau. Les stimuli qu'elle reçoit sont extrêmement douloureux. Donc si après elle entre en crise, c'est une crise physique qui, comme tout a été dit, hein, mais c'est bien de reprendre ce qui a été dit pour que vous compreniez quel est le vécu dans une classe. Eh bien, on peut dire, cet enfant est capricieuse, cet enfant est insolente. Non, elle est en souffrance. Alors, qu'est-ce que je fais avec cette souffrance? Donc, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai enfin trouvé, j'ai appelé Marie-Hélène en lui disant, ben voilà, maintenant, elle me parlait du numérique depuis plusieurs années. Je n'étais pas prête parce que je voulais... Marie-Hélène de l'INSH. Oui, pardon. Voilà. Et donc, il me fallait absolument un vrai projet, un fil directeur, que je ne sois pas réceptive d'une mode en disant « oui, j'ai 8 tablettes dans ma classe, c'est l'innovation pédagogique ». Il faut que je puisse maîtriser cet outil, que je puisse justifier son emploi et que j'ai aussi un objectif dessus. Donc ces élèves-là, pour ces élèves-là qui ont peine à écrire, qui ont une grande fatigabilité, la question de l'institution, c'est toujours Madame, avez-vous évalué leur performance? Dans la mesure où il ne peut répondre qu'à peine 2 phrases par exercice, c'est extrêmement difficile. Parce que ces enfants qui ont des troubles de l'attention, ça a été décrit très brièvement par Gaëlle Regnault. Elle a dit on détourne l'exercice pour qu'il n'y ait pas d'éléments distracteurs. Une page d'exercice où il y a 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8,
pour cet élève, il va chercher les informations absolument partout et il va revenir 10 minutes après vers vous en disant j'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Alors que je vous l'avais dit, c'est l'exercice numéro 2. Alors, on fabrique des caches pour se débrouiller avec le matériel qu'on a, mais ça n'est pas viable. Parce que même si c'est trop petit, moi je n'ai pas de photocopieuse couleur. J'ai pas de temps pour ça, pas de temps dédié. Donc l'idée, c'était de trouver des outils. Et j'ai découvert ici la richesse de l'offre. Et je regrette aussi que ça ne vienne pas de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on ne me demande pas « allez chercher madame sur tel ou tel site », mais qu'on vienne et qu'on me propose des choses. Je pense que ça serait quand même une chose élémentaire, de venir vers nous. Parce que nous avons beaucoup à faire, nous avons ces enfants-là, mais nous avons aussi les autres. Et les autres, je ne peux pas les laisser au bord du chemin en disant, bien, je fais quelque chose pour ça et j'oublie. Les autres enfants ont besoin. Ma motivation essentielle, c'est que tous les élèves qui viennent soient, pardonnez-moi la naïveté du propos, mais contents de venir. Il faut qu'ils soient contents de venir à l'école, qu'ils n'en aient pas peur, parce que pour moi, c'est le passeport pour une scolarité ultérieure réussie. Il faut qu'ils comprennent pourquoi on fait les choses avec eux. Quel est notre objectif? C'est pas seulement le programme de cette année, ça me hérisse quand on me dit, on me parle de programme, on a l'impression qu'on met des barreaux à chaque niveau. On oublie la notion de cycle et surtout une chose très importante, c'est que l'enfant évolue. Donc ce que vous avez donné cette année n'a peut-être pas porté ses fruits pour cette année, mais va porter ses fruits pour 2, 3, voire 4 ans. Quand on les recroise, quand on a la chance de rester dans une école sur un long terme, on recroise des enfants dans la rue qui viennent nous voir. Et on leur dit comment ça se passe. Eh bien, on voit leur cheminement et c'est un plaisir de voir que ça y est, ils ont surmonté une difficulté. Mais vraiment, la chose la plus importante, c'est l'envie de venir à l'école, d'être content d'être là. C'est pas Club Med dans la journée. Moi, je fais aussi des choses extrêmement classiques, un cheminement classique, parce que je suis là pour ça. Je réponds aux demandes de l'institution, qui est un très bel outil, souvent vilipendé, je le regrette, mais c'est un très bel outil qu'il faut absolument ouvrir au monde de demain. Et surtout, ma conclusion, ça sera ne pas oublier que l'élève, je parle d'élève, parce que l'enfant appartient aux parents, moi j'ai l'élève, eh bien, est en évolution. Et il faut lui permettre cette évolution au long terme, sur toute sa scolarité. Merci Michel. Noémie, alors, en tant que formatrice, vous avez dû... Je m'y fais pas entre vous deux, je ne sais pas pourquoi. Voilà, vous avez dû justement entendre des histoires comme ça à plusieurs reprises. Comment vous intervenez? Enfin, j'ai vraiment ressenti en interviewant vous et d'autres qu'il y avait cette solitude de l'enseignant par rapport à cette problématique classe et ce besoin de différenciation. La peur peut-être du jugement aussi, on en parlera peut-être aussi avec vous, Monsieur Bourg. Voilà, comment vous intervenez? Qu'est-ce qu'un enseignant sur le terrain a comme ressources pour l'accompagner et l'aider? Alors, moi, je donne des cours à l'ESP auprès d'enseignants fonctionnaires stagiaires. Et c'est vrai que ces enseignants évoquent des problèmes au niveau de la grande hétérogénéité de la classe. Des enfants qui n'apprennent pas à la même vitesse, des enfants qui ne rencontrent ni les mêmes réussites, ni les mêmes difficultés, des enfants qui sont rentrés dans le jeu scolaire, on dit communément qu'ils sont devenus élèves, et puis des enfants qui sont plus loin des exigences de l'école. Des enfants qui ont des besoins éducatifs particuliers, on les retrouve dans les classes de l'ordinaire. Des enfants qui, à un moment donné, vont rencontrer des difficultés temporaires dans leur parcours, il y en a dans toutes les classes. Des enfants qui rencontrent des difficultés qui sont plus graves et durables, il y en a dans toutes les classes. On peut retrouver aussi des enfants qui ont des troubles des apprentissages avérés,
des enfants qui ont un profil à haut potentiel, et puis des enfants aussi en situation de handicap dans les classes. Donc voilà, une grande hétérogénéité. Et donc on retrouve des enseignants qui sont parfois démunis, qui se sentent effectivement isolés, voire en souffrance, hein, de ne pas savoir comment intervenir auprès de ces élèves. Et moi, là où je peux les aider, c'est en essayant de leur donner une certaine démarche, une entrée par le besoin éducatif particulier, en fait. Mhm. Cette démarche, alors c'est pas évident parce que ça suscite de l'émotion, les enseignants sont dans la réaction. Et pour pouvoir identifier les besoins éducatifs particuliers des élèves, ça suppose forcément une certaine mise à distance, Oui. Qui va passer d'abord par une observation fine, par une évaluation. On peut tout à fait, alors déjà, mener des observations au niveau disciplinaire, mais aussi au niveau transversal. Ce qui se passe au niveau du relationnel, de l'autonomie, du comportement de l'élève. On peut aller rechercher des informations auprès des familles, auprès de partenaires. Voilà, donc le but, c'est d'abord de récolter des données un peu factuelles, et puis qui vont nous permettre de dresser un constat en termes de difficultés, certes, d'obstacles rencontrés, mais aussi en termes de potentialité et de réussite. Et à partir de ce constat, l'enseignant va devoir émettre des hypothèses de besoins éducatifs particuliers. Donc, à mes étudiants, j'essaye de leur montrer un petit peu quels sont ces différents types de besoins. Alors, ils sont dans 4 domaines. Le domaine relationnel, d'abord la relation à soi, la relation aux autres, la relation à l'adulte, la relation aux apprentissages. Le deuxième domaine de besoin, c'est le domaine instrumental, la motricité fine, l'organisation du matériel, voilà, l'organisation spatiale. Ouais. On va avoir après un troisième domaine, c'est le domaine cognitif, donc qui est directement lié aux fonctions cognitives. Et puis le quatrième domaine, c'est le domaine notionnel, culturel. Donc voilà, j'essaye d'apporter un petit peu des billes aux enseignants stagiaires autour de ces différents types de besoins. Et ces besoins, ils sont toujours associés à des objectifs que l'enseignant doit d'abord bien cibler, organiser dans une progression. Et voilà, en fait, tout n'est qu'hypothèse. Et ce qui est compliqué, c'est qu'à partir d'une même difficulté, par exemple, les enseignants me parlent d'enfants qui ne démarrent pas, par exemple, qui ne démarrent pas un travail tout seul. Et toute la difficulté, en fait, ça va être de cerner d'où ça vient. Est-ce que ça vient d'un besoin relationnel? Est-ce que l'enfant, en fait, serait angoissé, aurait peur de se lancer seul dans une tâche? Est-ce que ça vient d'un besoin instrumental? Un élève qui aurait besoin de connaître son environnement matériel? Est-ce que ça vient d'un besoin cognitif? Pouvoir planifier des étapes. Je sors mon cahier, je sors ma trousse, j'écris la date, etc. D'une lenteur d'exécution aussi. Voilà. Donc, j'essaye d'amener les enseignants à aiguiser petit à petit leur regard pour essayer de cerner ces besoins éducatifs particuliers de manière à chercher des réponses possibles, des adaptations, des outils de médiation, repenser parfois l'aménagement de la classe, l'aménagement du temps. Voilà, donc j'essaye vraiment de travailler autour d'une entrée par le besoin plutôt que par le trouble. On y reviendra parce qu'effectivement, vous m'en avez toutes beaucoup parlé. Du coup, j'en profite, je rebondis sur ce qu'a dit Mélanie. Donc moi, je suis enseignante en cours de spécialisation au sein d'un IME, donc un institut médico-éducatif. Donc j'ai des profils d'élèves un peu particuliers qu'on aurait tendance à dire, voilà, pour être en IME, normalement, il faut avoir une déficience plus ou moins légère. Donc je participe et contribue à l'éducation de ces jeunes. Et je suis dans une unité particulière puisque je suis au sein d'une unité d'enseignement externalisée. C'est-à-dire que c'est une classe qui a été placée dans un collège et les élèves que j'ai disposent de cours au sein d'un collège et plus au sein de l'institut médico-éducatif même. Je travaille avec des adolescents qui ont entre 12 et 16 ans. Donc vous voyez déjà la variable âge et qui ont des niveaux scolaires qui varient de la moyenne section au CM2. Donc, cette multitude d'apprenants, je la rencontre tous les jours au sein de mon dispositif. Ils sont 12 élèves, donc forcément par rapport à Michel, c'est un dispositif plus light, mais ce sont 12 élèves avec des profils complètement différents. Là où je rejoins Mélanie, c'est il faut commencer à avancer et à plus penser par le trouble, mais par les besoins éducatifs.
Parce que dans mon dispositif, j'ai des élèves effectivement qui sont diagnostiqués 10, j'ai des élèves qui ont des troubles du spectre autistique, mais ils ont tous des besoins complètement différents. C'est-à-dire que j'ai un élève autiste qui va avoir une hypersensibilité qui va faire qu'il ne va pas supporter le bruit. Donc effectivement, un casque pourra lui être bénéfique pour entrer dans les apprentissages. Par contre, j'ai un autre élève qui, au contraire, a besoin des stimuli extérieurs pour avancer. Et si je lui mets le même casque en disant bah, c'est bon, dans mon catalogue d'adaptation, ça passe pour les troubles autistiques, va complètement paniquer et retourner la classe. Donc voilà, tout ça pour dire, un même trouble peut avoir différentes réponses pédagogiques. Donc le plus important, c'est effectivement ce travail-là, comme l'a dit Mélanie et que je pourrais illustrer, c'est les fameuses évaluations diagnostiques qu'on va faire en début d'année et qui finalement nous apportent déjà plein de réponses sur nos élèves. Oui, la technique opératoire n'est pas maîtrisée, mais alors est-ce que c'est vraiment parce que l'élève ne sait pas faire une addition ? Ou est-ce que c'est simplement parce qu'il n'est pas en potentialité de la poser ? Oui, après, on a toutes les observations transversales. Effectivement, le comportement de l'élève quand il arrive en classe montre déjà beaucoup de choses sur lui-même. Est-ce que l'élève va se recroqueviller dans un coin de classe parce que l'espace n'est pas assez sécure pour lui? Ou est-ce que c'est parce qu'il a peur de l'interaction avec les autres élèves? Voilà, ça, c'est toutes des questions à se poser. Et évidemment, comme le disait Mélanie, il ne faut surtout pas se les poser seul. Déjà, ce serait un fardeau trop lourd pour une enseignante, et c'est de là après qu'on voit des témoignages qui sont parfois difficiles à entendre et de solitude, d'isolement. Donc voilà, il faut travailler avec les partenaires. Étant reliée à un institut médico-éducatif, pour ma part, j'ai la chance déjà d'avoir un travail en plateau technique, c'est-à-dire que mes élèves sont suivis sur place par un éducateur, par une ergo, par un orthophoniste. Donc voilà, j'ai déjà des réponses qui sont en interne, mais qu'on peut très bien aussi aller chercher en libéral. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait que l'élève en question est suivi et un suivi orthophoniste, on peut très bien passer un coup de fil à l'orthophoniste. Il y a très peu souvent, ils nous répondent par la négative. Il ne faut pas oublier non plus le parent, parce que souvent, qui connaît mieux l'enfant que le parent ? Nous, on connaît l'élève, eux, ils connaissent le parent. Et ce qu'on remarque avec nos élèves, c'est qu'ils ont des attitudes complètement différentes avec les différents partenaires. Donc la façon dont je peux voir l'élève ne sera pas la même que l'éducateur ou que le parent. Donc voilà, il faut vraiment apprendre à prendre l'enfant pour le coup dans sa globalité pour pouvoir répondre au mieux. Et après seulement, on peut parler d'adaptation. Voilà. Je sais qu'il a ce besoin de repérage spatial dans la classe. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour l'aider ? Alors souvent, c'est des choses très simples. Il n'y a pas forcément besoin du numérique pour y répondre. Je suis désolée, pour le coup, je vais à l'encontre des thématiques. Juste avant de revenir sur le détail justement et les exemples que vous allez nous donner, Alain Bourg, j'ai envie de vous demander, pour les enseignantes comme Michel, voilà, c'est quoi la première chose à faire quand on est dans cette situation de classe où on a en face de soi des élèves qui ont des besoins et on ne sait pas forcément toujours détecter et trouver la bonne adaptation? Bien, d'abord, je vous remercie de m'avoir convié parce que j'ai un panel qui est extrêmement intéressant et qui correspond tout à fait à quand même aux enjeux qui sont Oui. ceux de l'école inclusive aujourd'hui Tout à fait. et qui sont clairement aussi les objectifs du ministère. Je sais que le ministère passe souvent à l'abattoir, mais c'est clairement quand même ce que vous faites, toutes les trois. Vraiment, c'est exactement ce que nous souhaitons pouvoir faire. J'attirais juste votre attention, il y a juste plus de 800 000 enseignants en France. Donc, vous voyez, la difficulté, elle est un peu là. Alors, pour répondre à la question, comment faire pour aider une enseignante en classe à adapter, je pense que Noémie l'a évoqué tout de suite. Déjà, c'est pas rester seul. C'est déjà ne pas rester seul, et je pense que c'est ce que vous avez fait justement dans votre démarche. C'est déjà travailler avec ses collègues, mais ça ne suffit clairement pas. Son directeur d'école, si on est dans le premier degré, son chef d'établissement, si on est dans le second degré. Et puis, élargir, aller aussi vers, évidemment, l'inspecteur, qui normalement est votre responsable hiérarchique, et qui, lui, normalement, doit avoir des éléments. Je dis bien normalement.
Mais Nous je vais Nous revenir, avons noté je vais revenir dessus. cette voilà. modération de vos propos. Normalement, c'est l'inspecteur qui... Forcément, c'est un ancien inspecteur qui vous parle, donc forcément... voilà, donc qui doit pouvoir vous aider. Et si lui-même n'a pas tous les éléments, il doit pouvoir se tourner vers d'autres personnes qui, eux, sont spécialisés, qui, eux, peuvent avoir des éléments. Hein. Et je pense particulièrement, évidemment, à l'inspecteur ASH, qui est en charge de l'adaptation et la scolarisation des élèves handicapés. Voilà, donc il y a déjà des tas de choses qui existent, si vous voulez, que les enseignants ne connaissent pas forcément, vers lesquels les enseignants ne vont pas forcément spontanément, naturellement. En plus, c'est vrai que parfois, on les enferme un petit peu dans un carcan en leur disant « Non, non, vous ne pouvez pas faire ça, vous n'avez pas le droit de dire ça. » Voilà. Mais je pense que c'est une erreur, bien évidemment. Et je pense qu'il faut essayer d'aller plus loin en ouvrant et en osant déjà élargir. Après, je vous présenterai tout à l'heure un outil qu'on est en train de développer, justement, et qui fait complètement écho à ce que vous avez dit aussi tout à l'heure, l'entrée par le besoin. Voilà. Parce que c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Alors vous parliez de PPRE, vous parliez de différentes choses. Il existe des outils, il existe voilà, des élèves avec des besoins éducatifs particuliers. On a tendance, nous, en France, et pas qu'en France d'ailleurs, mais à les rentrer dans des cases. Hein. On leur met une étiquette, voilà, trouble du spectre de l'autisme, dyslexique, dyspraxique, ce que vous voulez. Tout à fait d'accord. Sauf qu'en réalité, on se rend compte, et les enseignants s'en rendent compte au quotidien, quelle que soit l'étiquette, parfois, on voit que le besoin de l'élève est le même. Par contre, comme vous le disiez aussi, la réponse n'est pas toujours la même. Donc c'est vraiment du cas par cas. Et pour conclure sur ce point-là, et la difficulté, je dirais, pour l'enseignant qui exerce en milieu ordinaire, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est que vous avez 27 élèves. C'est que vous devriez faire du cas par cas pour vos 27 élèves. Je dis un peu de manière théorique, un peu provocatrice, mais c'est vraiment ce que vous demandent de l'autre côté les familles, hein, d'un certain côté. C'est ce que vous essayez de faire, mais un enseignant n'est pas non plus... il essaie d'être au plus près des besoins de l'élève, sans être sûr d'avoir toujours toutes les réponses et avoir le droit de se tromper aussi. Voilà, tout ça, c'est cet ensemble de choses qui fait que vous essayez de répondre aux besoins de chaque élève. Pour rebondir rapidement là-dessus, ce qui est intéressant par rapport à ça, et pour Michel, c'est que justement, dans ces 27 élèves, on a des élèves qui ne relèvent pas effectivement d'une situation à l'handicap, mais qui vont avoir les mêmes besoins que ceux qui sont en situation de handicap. C'est-à-dire qu'un élève qui a un temps de concentration limité, il n'y a pas besoin d'être étiqueté MDPH pour avoir des problèmes de concentration. Donc là, peut-être que Michel, avec l'aide d'autres personnes, va pouvoir trouver une adaptation qui va répondre à son élève en situation de handicap qui n'arrive pas à se concentrer, mais aussi à un autre groupe d'élèves qui a la même problématique, le même besoin sans être étiqueté. Et du coup, elle n'aura pas besoin de multiplier les méthodes d'apprentissage à 27 élèves différents. Alors Mélanie, vous avez créé une association qui s'appelle EMC Partageons, dont vous êtes la présidente. Noémie vous a rejoint. Vous pourriez nous en parler? D'abord, EMC, éducation morale et civique, je suppose. Enseignement. Enseignement, pardon. Et voilà, vous pourriez nous en parler. Je crois que on a deux choses. Vous nous faites signe quand vous voulez qu'on diffuse les slides que vous avez préparés. La deuxième. D'accord, c'est la deuxième. Alors, EMC Partageons, c'est une association qui a été créée, alors au début c'était un dispositif qui a été créé en 2015 à l'occasion de la sortie des programmes d'enseignement moral et civique, qui est devenue aujourd'hui une association qui a pour objet la formation du citoyen à l'école dans le cadre des programmes d'enseignement moral et civique et du parcours citoyen. L'idée, c'est de créer des scénarios pédagogiques de manière collaborative, avec des enseignants volontaires de tous les cycles, cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4, avec systématiquement la présence d'enseignants spécialisés et de maîtres formateurs. Donc l'idée, c'est vraiment de mobiliser l'intelligence collective au service de l'accessibilité, pour permettre au maximum d'élèves en fait, d'une classe de rentrer dans une réflexion commune et d'échanger avec les camarades de sa classe, à l'oral dans la classe, mais aussi on propose une publication sur les réseaux sociaux pour exporter les idées, les diffuser, pouvoir se lire et réagir et poursuivre les débats. D'ailleurs, vous étiez combien à la création? Vous êtes combien aujourd'hui?
Alors ça a commencé avec 2 classes, mon dispositif Ulysse et une classe de CE2, donc l'enseignant s'appelle Valérian Florentin. Et aujourd'hui, on est plus de 3300 classes. Voilà, D'accord. en Donc il 4 y avait ans. vraiment un besoin. Voilà, donc chez EMC Partageons, voilà, on ne prétend pas répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves, puisque ça, c'est le rôle de l'enseignant dans sa classe. Mais par contre, ce qu'on essaye de faire, et notamment les enseignants spécialisés qui collaborent à la construction des séances, c'est de proposer des supports qui sont pensés pour être le maximum possible accessibles. Donc, on ne va jamais proposer un support sous une seule version. Si on propose une entrée littéraire, on va proposer des textes sous différentes formes. Alors, on va proposer des textes qui sont déjà aérés, hein, puisque ça sert à tout le monde. Des textes qui vont être en police Open 10, mais aussi des textes qui vont avec des lignes de différentes couleurs. On va proposer, pour compenser, des versions audio, puisque l'idée ici, c'est vraiment que tous les enfants puissent rentrer dans la réflexion. Donc, on va ôter une difficulté, on va contourner une difficulté pour permettre à tout le monde de rentrer dans la réflexion. On va aussi proposer parfois des outils de médiation. Je pense par exemple à des schémas pour amener certains élèves à besoins éducatifs particuliers à pouvoir percevoir des relations de causalité, à exprimer des émotions en lien avec un événement. On va proposer aussi des banques de mots. Des banques de mots qui peuvent servir à la fois à des élèves allophones, par exemple, pour faciliter l'accès aux signifiants signifiés, mais aussi des banques de mots qui vont servir pour une aide à la production orale, à la production écrite, une aide orthographique. Voilà, donc on va toujours essayer de proposer des entrées qui vont être diversifiées, des entrées qui vont mettre rapidement les élèves en action par de la manipulation ou des tâches écrites mais qui sont systématiquement accompagnées, et puis des supports d'aide pour aider tous les enfants à réfléchir et à échanger ensemble. D'ailleurs, en parlant de tous les enfants, vous m'aviez dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, que plus un enfant était intégré tôt finalement dans ces dispositifs, plus les résultats étaient probants au bout du compte. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les unités d'enseignement externalisées sont encore récentes. Voilà, c'est une volonté à la fois de l'éducation nationale et des associations, des établissements médicaux de se rapprocher pour offrir un parcours de scolarisation cohérent pour les élèves. Et de ce fait, au collège, j'ai 2 profils d'élèves. J'ai les élèves qui sont sortis du système scolaire traditionnel très tôt, donc souvent en fin de maternelle, et qui se sont retrouvés en établissements médicaux et médico-social, hein, c'est pour ça que je dis médicaux, et qui sont de nouveau réentrés au sein d'un collège par le biais des unités d'enseignement externalisées. Et puis le deuxième profil, ce sont des élèves qui étaient déjà dans des unités d'enseignement externalisées depuis le début du cycle 2. C'est-à-dire qu'ils ont fait le CP, le CE1, le CE2 dans ce type de dispositif, avec des inclusions dans des classes de référence. Donc, et en fait, ces élèves-là, quand ils arrivent au collège et quand ils arrivent au sein de l'U2E collège, donc l'unité d'enseignement externalisé, ils ont déjà le profil d'élèves qu'on attend, c'est-à-dire que ils ont une posture en classe, ils connaissent les règles de vie, etc. Chose qu'on ne rencontrait pas spécialement chez les élèves qui ont fait du médico-social pendant très longtemps et qui sont arrivés au moment même du collège, où là, il y a eu toute une posture d'élèves à retravailler. Donc c'est vrai que ce bénéfice de l'inclusion scolaire, et Corentin en parlait tout à l'heure, voilà, l'inclusion scolaire tôt dans la scolarité de l'enfant, même si c'est par le biais de dispositifs extérieurs, est très très positif, et en termes de confiance et d'estime de soi également, puisqu'ils entrent dans une certaine normalité. Moi, j'ai des élèves qui sont complètement différents quand ils sont au sein de la structure collège et quand ils sont au sein de leur établissement médico-social. D'accord. Alors, je vous avais posé une question quand je vous ai interviewé, c'est finalement, connaissez-vous les ressources qui existent, les ressources numériques qui existent? Et alors là, vous m'avez toutes dit, attendez, on va pas commencer par les ressources. D'abord, il y a les détections, ensuite, il y a l'adaptation, et l'adaptation, elle peut être numérique ou pas. Il y a aussi la forme scolaire, les espaces scolaires. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur ces notions-là, parce que je crois qu'elles étaient vraiment importantes, vu la diversité, effectivement, des besoins qu'on peut avoir dans la classe? Oui,
L'information, je l'ai dit, je le redis, ne passe pas jusqu'à nous. Nous avons une formation continue qui est extrêmement dirigiste et nous ne pouvons pas échanger un temps de formation continue, par exemple, pour une conférence. On a parlé hier des conférences de la CARDI. Nous ne pouvons pas, et je le regrette vraiment, je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas faire ce temps institutionnel que nous devons en temps de présence. Nous devrions pouvoir choisir ce temps de formation et aller, si on nous demande d'aller à la pêche à l'information, qu'on puisse le faire de cette manière. Sinon, pour moi, l'information doit venir à moi. J'estime quand même que c'est la moindre des choses à partir du moment où on est dans une institution qui a vraiment un cadre. Alors, numérique ou pas, moi, je me suis longtemps débattue avec du classique. Et quand j'ai vu la limite, c'est-à-dire la limite, c'est aussi le nombre d'élèves avec difficultés d'apprentissage que vous avez à gérer dans votre classe. Le nombre d'élèves dit sans difficulté, mais comme vous l'avez souligné, qui ont aussi des difficultés d'apprentissage et qui peuvent bénéficier justement de ce qu'on fait pour un enfant qui a été détecté. Et j'ai perdu le fil. Donc, j'ai donc cherché un outil qui corresponde aujourd'hui et qui fasse partie aussi de la vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire le numérique, c'est aussi l'ouverture vers le dehors. On a vraiment, vraiment besoin de s'ouvrir à l'extérieur pour en chercher les richesses. Moi, je me suis posé la question. Mes élèves, tous mes élèves utilisent des tablettes. Ils ont l'air vraiment fascinés par ça. Alors, je me suis dit, au lieu de traiter ça comme un ennemi, qu'est-ce qui les fascine? De quoi je peux me servir? Eh bien, je vais me servir de cette fascination pour justement attirer les enfants qui ont des problèmes d'attention, qui n'entendent pas la consigne que je donne. Pourquoi? Parce que sur une tablette, il va y avoir uniquement l'exercice et cette fascination, je vais l'utiliser en positif pour moi, pour faire travailler ces enfants-là. Ça a été ma démarche. Observer l'ennemi, si vous voulez, pour se servir, l'ennemi entre guillemets, Oui. puisqu'on a tendance... Moi, quand j'ai fait un sondage autour de mes proches, autour d'amis, autour de collègues, en disant j'ai envie d'intégrer les tablettes. Ça a été une levée de bouclier à au moins 80%. Alors j'ai écouté les réactions négatives pour comprendre un petit peu toutes les peurs, mais je suis restée sur mon idée et j'ai voulu donc me servir de la fascination qu'ils avaient. J'ai observé l'ennemi et je me suis dit, ça, maintenant, je vais me servir de ça. Il faut vraiment bâtir un projet, comme je l'ai dit précédemment, non pas sur une mode, mais quelque chose qu'on... Ça, vous avez bien tout insisté dessus. Qu'on maîtrise. Complètement. Peut-être pour compléter, oui. Le choix de l'adaptation, encore une fois, il découle des besoins. Donc le numérique, ça peut être un outil supplémentaire pour répondre à des besoins éducatifs particuliers. Il y en a d'autres. Un enfant, alors je vais reprendre le cas d'un enfant qui aurait comme besoin de pouvoir se représenter une démarche à suivre. Et dans le cadre de la résolution de problèmes, on va pouvoir lui proposer un outil qui va lui permettre de planifier un petit peu toutes les tâches qui vont l'amener à résoudre le problème. Si l'enfant a besoin de pouvoir s'appuyer sur le déchiffrage, par exemple, pour lire, et qu'un support classique ne convient pas, on va pouvoir lui fournir un texte qui va être adapté de différentes manières. Et encore une fois, il peut y avoir une colorisation des syllabes, une colorisation des graphèmes, des arcs de cercle sous les syllabes. Et puis ce qui va correspondre à un enfant ne va pas correspondre à un autre. Et puis le numérique, là aussi, ça peut être un outil supplémentaire. Moi, je suis coordonnatrice ULIS et j'accueille des élèves qui sont porteurs de troubles du spectre autistique. Donc j'ai des tablettes dans la classe, j'ai participé à l'expérimentation CLISTAB. Ces tablettes, je me suis vite rendu compte qu'il valait mieux réduire un peu l'usage individuel de la tablette pour ne pas enfermer mes élèves autistes, pour ne pas qu'ils soient constamment happés par l'écran et au contraire peut-être plus privilégier un usage de la tablette
en duo ou à 3 autour d'un même objet. Et là, j'ai remarqué à l'inverse que ça développait l'envie de communiquer, l'envie d'interagir, de créer ensemble. Il y a des applications qui sont formidables, qui permettent de créer des capsules vidéo, qui permettent de créer des dessins animés, de pouvoir faire des petites capsules autour d'une leçon que l'enfant va construire. Voilà, et il y a même des outils de communication dans la tablette, des outils de messagerie instantanée, Oui. de visioconférence. Voilà, tout ça, j'ai pu l'expérimenter et j'ai remarqué que ça répondait vraiment à un besoin pour mes élèves autistes de développer leur envie de communiquer et d'interagir au sein de la classe, mais aussi en dehors de la classe. D'accord. Je crois que Noémie veut compléter. Donc, de la même manière, j'ai aussi une classe mobile dans ma classe. Donc, les élèves peuvent bénéficier de temps sur tablette. On fait de gros projets. On fait de la création de sites internet pour des associations type AMAP. On crée des stop motion, voilà, des dessins animés. Beaucoup de choses qui permettent justement la collaboration et pas forcément le travail individuel sur tablette. Ce qu'il ne faut pas oublier sur les adaptations, comme on peut voir ici, donc, qui peut aller d'une adaptation de l'espace ou une adaptation d'un emploi du temps ou une adaptation d'un texte, c'est que toutes ces adaptations doivent répondre aussi à un besoin d'autodétermination. Le but, c'est d'amener l'élève à devenir autonome. Justement pour lui faciliter après l'accès sur des grandes écoles, pour qu'il soit capable, dans le monde de demain, de faire ses propres choix. Et ça, c'est des choses qui sont facilitées par les adaptations numériques ou non. Merci. Alors, Alain Bourg, je crois que nous aussi, on a écouté les besoins. Vous avez détecté avec Patrice Renaud, qui, je répète, s'investit aussi beaucoup sur ce sujet-là au ministère. Et alors voilà, qu'est-ce qui sort à la rentrée, justement, après avoir écouté tous ces besoins? Alors, donc je vais vous montrer 2-3 choses, effectivement. Juste avant, quand même, revenir sur un point. On entend bien dans les expressions de ces 3 enseignants, c'est d'abord un besoin de formation, ça c'est clair. Un besoin ressources, donc je vais vous montrer ce que nous avons préparé. Et puis, pour moi, ça va plus loin que. Alors, la formation, il y a différents axes. C'est peut-être pas suffisant, mais il y a des choses qui sont possibles. Je vous donnerai juste un exemple, parce que donc, la formation, elle est organisée à l'échelle nationale, mais ça, c'est pour les cadres. Parce qu'on évoquait tout à l'heure notamment les inspecteurs qui ne sont pas forcément formés. Donc, il faut aussi former les inspecteurs, il faut aussi former les chefs d'établissement, justement à l'accueil des élèves en situation de handicap. Après, à l'échelle plus locale, donc les académies, elles ont des plans académiques de formation ou des plans départementaux de formation. Et c'est dans ce cadre-là que les enseignants, du coup, peuvent être formés. J'entendais votre observation aussi tout à l'heure sur oui, mais alors on m'impose certaines formations alors que peut-être j'en ai pas forcément besoin. Oui, c'est vrai. Normalement, c'est pas totalement ça non plus. C'est-à-dire que les inspecteurs, généralement, surtout dans le premier degré, ont 18 heures de formation qu'ils peuvent donner à chaque enseignant chaque année. Et généralement, ils essaient de moduler. C'est-à-dire que sur les 18, vous faites 9 heures qui sont effectivement des choses plus ou moins imposées. Parce qu'il y a des choses qui nous sont imposées aussi dans les axes politiques. En ce moment, les fondamentaux sont quand même à l'ordre du jour. Donc les mathématiques, je sais que beaucoup d'enseignants ont des formations sur les mathématiques. Là, aujourd'hui, on fait une entrée par les besoins éducatifs particuliers, mais il y a des entrées qui sont aussi parfois disciplinaires. Par exemple, les enseignants... Avec une adaptation sur les besoins spécifiques que peuvent avoir les élèves Oui ou non, ça dépend. D'accord. Ça peut être le cas, mais pas toujours. Donc, par exemple, ils ont 9 heures obligatoires, et souvent, moi, quand j'étais inspecteur en circonscription, il y avait 9 heures où l'enseignant était libre de choisir les formations qu'il suivait. Et donc, il s'inscrivait au regard de ses propres besoins. Voilà. Ça, c'est sur la question formation. Au passage, je donnerai l'information qui me semble aussi intéressante. C'est, bon, moi, je ne suis pas au ministère depuis très longtemps, mais on a développé d'autres formations qui sont spécifiques sur les besoins éducatifs particuliers. Alors, il y a la formation spécialisée, vous êtes en train de la préparer, qu'on appelle le KPI, mais certains enseignants ne sont pas prêts à s'engager dans cette démarche-là. Et c'est normal et c'est compréhensible. Madame n'a peut-être pas envie de devenir enseignant spécialisé, vous avez peut-être envie de rester dans votre classe avec vos 27 élèves. Voilà. Donc, dans ce cas-là, il y a, au-delà des plans départementaux et plans académiques que j'évoquais, il y a une autre chose qui est proposée cette fois à l'échelle nationale, qu'on appelle des modules d'initiative nationale, des MIN, ASH. Et ces modules, justement, sont des modules plus simples, plus courts, sur 25 heures, 50 heures. D'accord. Vous voyez, qui sont offerts chaque année. Je suis arrivé il y a 1 an, on en avait 40 chaque année à peu près. Oui. J'ai dit c'est très bien, mais pas suffisant. Donc on les a doublés à 90 pour la rentrée 2018 et à la rentrée 2019,
on arrive à peu près 140 modules qui vont être proposés. D'accord. Et on avait une problématique, j'ai l'INSHA juste en face de moi, quand j'ai rencontré José Puig, je lui ai dit notre problématique, c'est que ces modules, ils sont tous à Suresnes. Si vous êtes enseignant à Lille ou à Marseille, C'est vous ne pratique. venez pas à Suresnes. Donc, ce que je voudrais, c'est que ces modules soient délocalisés, qu'ils puissent se passer aussi dans les académies, dans les rectorats, dans les DSDN, à côté des enseignants. L'INSHA m'a dit « Ok, je me déplace ». Voilà. Et les académies m'ont dit « D'accord, on vous proposera des formations ». C'est pour ça qu'on est passé aujourd'hui à 140. C'est pas moi, c'est eux. D'accord. Voilà, donc cet exemple-là, très simple et très concret, sur la formation. Le deuxième point, c'est les ressources. Alors, je vais vous montrer tout de suite les ressources plutôt que de parler. Et le troisième point, c'est quand même l'accompagnement. Parce qu'au-delà de la formation, c'est bien, les ressources, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc, je regarde la formatrice que nous avons juste en face de nous, parce que c'est ce qui est indispensable. En plus de ça, l'enseignant tout seul dans sa classe, même s'il a les outils, même s'il a tout ça, ça ne suffira pas. Il faut aussi un accompagnement humain, que quelqu'un vienne vous voir et vous aider peut-être à manipuler, à utiliser cet outil-là, peut-être à penser à quelque chose d'autre, à installer l'élève autrement, d'une autre manière. Voilà. Et donc c'est aussi la démarche, c'est pour ça que nous sommes en train de créer des nouveaux postes, des postes de professeurs ressources. Ce sont des enseignants dans le premier degré qui sont totalement déchargés, mais dont la mission est d'aller dans les classes ordinaires, aider les enseignants ordinaires. D'accord. Voilà, c'est vraiment l'objectif. Et on fait la même chose sur le second degré, bien évidemment. En sachant que nous, de par notre formation maintenant d'enseignants spécialisés, et c'est nouveau avec l'arrivée du KPI, on est également formés à devenir des personnes ressources. C'est-à-dire qu'on peut également accompagner les enseignants de l'ordinaire dans ces missions-là qui sont forcément pas évidentes. Donc voilà, encore faut-il trouver les enseignants spécialisés qui sont dans le coin. C'est ça. KPI, Alors- vous pouvez peut-être nous en dire deux mots. Je ne sais pas si tout le monde Oui, connaît. alors le KPI, c'est une formation que peut passer n'importe quel enseignant lambda qui voudrait se spécialiser pour travailler avec des élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc D'accord. c'est sur une année Oui. avec un mi-temps entre temps de formation et temps en classe. D'accord. Voilà, donc au regard des besoins qui ont été exprimés ce matin par les enseignants, le ministère est en cours de développement, est en train de développer une plateforme numérique à distance. Alors vous avez la primeur de cette plateforme, elle n'est pas totalement achevée d'ailleurs, c'est bien pour ça que je ne peux pas tout vous montrer parce que ce n'est pas encore totalement opérationnel. Donc cette plateforme numérique a été développée pour les enseignants qui exercent dans les classes ordinaires, pas pour les enseignants spécialisés. Donc, pour faire le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure, il y avait une petite problématique au début de réflexion. Une enquête avait été menée auprès des enseignants. On leur avait demandé comment vous faites dans votre classe. Ils nous avaient tous répondu si je sais que c'est un élève trouble du spectre de l'autisme, je vais faire. Si c'est un élève qui est dyslexique, je vais faire. C'était très bien, sauf que derrière, on s'est dit mais en réalité, la problématique est différente. C'est pas uniquement par rapport à l'étiquette encore. C'est bien par rapport aux besoins de l'élève. Donc il faut se caler par rapport aux besoins de l'élève. C'est pour ça que la première chose à faire, c'est déjà l'observer. Donc vous voyez, on a quatre onglets. Le premier onglet, c'est observer l'élève. Un deuxième onglet qui présentera les aménagements. Un troisième onglet qui permettra d'aller plus loin, de s'informer. Et un quatrième onglet qui est justement où repérer quelqu'un qui peut venir m'aider, trouver de l'aide. Donc je vous montre juste alors je vais vous montrer rapidement le premier onglet, donc observer de l'aide. L'enseignant a deux possibilités. Soit il conçoit lui-même une grille d'observation de son élève, soit il n'est pas dans cette démarche parce que pour lui c'est encore compliqué, c'est trop technique, c'est ce que vous voulez. Donc du coup, on lui propose aussi des grilles toutes faites. Il a la possibilité de faire l'un ou l'autre. S'il part dans... Alors je vais avoir du mal en tenant le micro, donc je vais poser le micro, je suis désolé. Voilà, donc en fait, en 3 temps, merci beaucoup. En 3 temps, il va observer son élève. Ensuite, il va répondre à quelques questions en ligne et il n'est pas obligé de répondre à toutes les questions, il fait ce qu'il veut. Et ensuite, il aura des propositions d'adaptation pédagogique. Donc, on va supposer que c'est un enseignant du premier degré. Donc, s'il est enseignant du premier degré, voilà, il a cliqué là-dessus. Désolé, comme j'ai ça qui vient pas tout, je vais le baisser. Voilà, merci, ça va être plus simple. Donc là, il va composer une grille d'observation qui est organisée avec quelque chose qu'il connaît normalement, c'est le socle commun, c'est avec 5 domaines. On va les développer, mais vous voyez, elle a les langages pour penser et communiquer, il y a les méthodes et outils, voilà, il y a 5 domaines, donc je
montre juste. Il est par exemple sur le premier. Il va dire, voilà, mon élève, effectivement, il a des problèmes d'expression écrite. Il a des problèmes aussi à l'oral, parfois. Puis on peut dire, par exemple, il a des problèmes d'interaction sociale avec les autres élèves. Vous voyez, du coup, ça s'affiche à droite, il sélectionne ça. Du coup, il est en train d'élaborer une grille. Et puis, bon, on va dire qu'il a fini l'élaboration de sa grille. Maintenant, il veut y répondre. Donc, il clique sur... voilà. Alors, je sais pas... ouais. Ok. Donc, il peut répondre aux questions. Donc, des questions lui sont posées. Par exemple, sur la communication, sur l'expression écrite. Il va dire, voilà, est-ce que l'élève est capable de copier un texte de quelques lignes sans difficulté ou pas? Donc, il va cocher oui, non. Enfin, il y a quatre items. Parfois, rarement. Voilà. Est-ce qu'il pose des questions? Rarement. Est-ce qu'il maîtrise son geste graphique? C'est difficile. Voilà. Il complète ça comme il le veut. Puis s'il ne veut pas tout compléter, il passe. Je ne vais pas tout vous faire, évidemment. Donc, je passe à l'axe suivant. Voilà, et je vais passer aux résultats pour que vous voyez tout de suite. Parce que ça, voilà, voir les résultats. Voilà. Et donc, du coup, à partir de ce questionnement, vous voyez, il a analysé le besoin de l'élève, de son élève, et du coup, vont lui être proposées des adaptations pédagogiques. Alors, comme j'en ai peut-être pas coché beaucoup, je vais peut-être pas en avoir beaucoup qui vont se présenter, mais j'en ai quand même quelques-unes. J'ai pas celle que je voulais, mais c'est pas grave. Donc, des adaptations sur le langage, sur comment utiliser du matériel, comment se repérer. Voilà. Et à chaque fois, voilà, c'est ça l'idée. Il y a un visuel à gauche, un titre, un petit descriptif et une possibilité de cliquer sur cet outil. Alors là, on ne le voit pas à l'écran, je suis désolé parce que je n'ai pas sélectionné les bons, j'ai fait trop vite. Mais normalement, il peut aller plus loin. C'est-à-dire quand il est sur cette adaptation, par exemple, aide à la gestion de l'espace, normalement, il y a un petit en bas, il peut cliquer sur aller plus loin. Et cet aller plus loin lui permet d'avoir une fiche pédagogique, une seule, un recto verso A4, quelque chose de simple. Nous sommes en train d'en produire. Il y en a plus d'une centaine qui est en train d'être produite à l'heure actuelle et qui permettra de lui donner des exemples, des éléments. Alors je dis bien des exemples et des éléments parce que, comme ça a été dit aussi déjà tout à l'heure, un besoin ne répond pas une seule et unique réponse. C'est beaucoup trop simple. Nous sommes dans l'humain, pas du tout dans les machines. Donc il faut essayer. Ça ne veut pas dire que la proposition qui va être donnée va être la bonne. Peut-être que ça ne marchera pas avec cet élève parce que pour d'autres raisons. En tout cas, l'idée là, c'est de pouvoir donner des exemples aux enseignants qui puissent les prendre et que ces exemples soient relativement simplifiés et qu'ils puissent essayer de les mettre en œuvre dans leur classe. C'est ça, c'est important. Il faut surtout pas hésiter à réajuster. Vous voyez que ça fonctionne pas. Vous êtes sûr que le besoin que vous avez que vous avez relevé est le bon. Eh ben, on teste une autre adaptation. C'est pas grave. Il y a bien quelque chose qui va finir par marcher. Je vous montrer très rapidement. Alors, le deuxième, je ne vous le montre pas parce que je n'ai pas le temps. Mais c'est si l'enseignant veut rentrer directement par les troubles, il peut le faire, ou par les adaptations, il peut le faire. Quand même, juste sur s'informer, parce que c'est quand même une question qui a été posée tout à l'heure. Je ne vais pas vous le montrer non plus. Mais voyez, par exemple, si on prend... Donc là, voilà, il y a une entrée par les troubles dans ce cas-là, parce que parfois, c'est ce que fait l'enseignant. Si on clique sur troubles du spectre de l'autisme, derrière, il va trouver trois choses. D'abord, il va trouver un petit film d'animation qui lui présentera un exemple d'élève trouble du spectre autistique. Et c'est exactement l'exemple qu'on avait tout à l'heure sur le bruit. Si on fait dérouler le film, j'aurais pu le faire, mais on n'a pas le temps, eh bien, vous auriez vu justement un exemple. Donc ça c'est quelque chose de très concret pour l'enseignant. Derrière, on a interviewé, alors c'est un podcast, on peut l'avoir aussi en numérique, un chercheur ou un spécialiste. Donc là, c'est le regard du spécialiste. Et puis, un troisième point, c'est une table ronde avec des pédagogues cette fois-ci, avec inspecteurs et enseignants du premier et du second degré qui s'expriment sur cette question-là. Voilà, et donc pour terminer, alors sur le trouver de l'aide, je reviens à mon trouver de l'aide, c'est celui-ci, le dernier onglet. Donc en fait, l'enseignant, il entrera son code postal. Alors là, on va dire à côté dans les Hauts-de-Seine. Il sélectionnera, alors ça c'est pas totalement finalisé parce qu'on y a travaillé justement la semaine dernière et il y a des choses qui ne vont pas. Donc on va faire changer certaines choses, mais globalement il sélectionnera de l'aide sur quelle, par exemple pour une formation ou pour certaines choses. Désolé, j'ai un peu de mal à cliquer avec ça, mais je vais y arriver, voilà. Et donc il cliquera sur rechercher et du coup s'affichera à l'écran. Alors là on n'a pas le... mais c'est pas grave. On a quand même une liste. Alors il y a l'institutionnel, il y a les inspections, il peut y avoir l'université, il peut y avoir l'INSHEA,
qui apparaît. Vous voyez, il apparaît ici. On peut avoir... Et puis derrière, vous avez toute une liste de noms. Qui sont ces noms? Eh ben, c'est les professeurs ressources dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou des conseillers pédagogiques ASH. Et parfois, certains sont spécialisés, hein, il y en a dans la salle, sur certains types de troubles. Donc l'enseignant, il aura l'adresse mail et le numéro de téléphone. Donc il pourra directement, et normalement il y a une carte interactive qu'on ne voit pas là à l'écran, mais une carte interactive qui lui permet de voir par rapport à sa localisation où sont localisées ses ressources. Voilà, c'est ça l'idée. Merci beaucoup. Il y a en prévision d'ouvrir une partie aux parents? Alors là, là, pour l'instant, la réponse est simple, c'est non. Hein. D'accord. Pour l'instant, cet outil, il est J'ai prévu. essayé. Non, il n'y a pas de problème. Il est prévu pour les enseignants. Hein. Pour les enseignants, déjà concevoir ça, ça a l'air banal, mais c'est un peu compliqué, hein, parce qu'on a aussi un conseil scientifique qui intervient et qui nous a posé quelques petites limites, je dirais, à nos désirs. Et au-delà de ces limites, qui parfois attirent notre attention sur certains points, sur certaines choses. Les 100 fiches pédagogiques dont je vous parle, elles ont toutes été produites. En ce moment, elles sont en train d'être toutes réécrites. Vous voyez? Parce que, voilà, si on met le doigt dans la science aussi, on sait très bien que les avis sont un peu partagés. Tout à fait. Voilà. Quand est prévue la sortie de la plateforme? Rentrée 2019. Alors, je vois le temps qui passe. Il nous reste un petit peu de temps pour les questions. Y en a-t-il? Où est le ballon? Donc il faut parler comme ça. Ah, le micro marche pas. Le micro ne marche pas. Alors, attends, on va... Merci. Ça va fonctionner. Merci. Non. Je peux parler très fort également. Allez-y. Ça peut aussi marcher. Ah, ça n'enregistre n'enregistre pas. Alors, attendez. Attendez 2 petites secondes. C'est avec ça. Dans le cadre de votre plateforme, quelles sont les capacités pour l'enseignant de trouver un interlocuteur en dehors du ministère de l'Éducation nationale, plus orienté thérapeute ou service de soins ou différents professionnels de santé en lien avec le jeune ou les troubles dont il souhaite? Alors, c'est une plateforme pédagogique, hein, qui est sur ce versant-là, uniquement pédagogique. Par contre, si l'enseignant... Alors d'abord, cette compétence, je dirais, médicale, elle n'incombe pas à l'enseignant. Ce n'est pas à lui de le faire, ce n'est pas son travail. Par contre, il existe aussi une médecine scolaire. Donc s'il y a besoin, il peut se tourner vers le médecin scolaire qui, lui, va faire le lien avec la famille. Mais cette responsabilité-là, elle incombe à la famille. Vous avez des familles qui sont prêtes à avoir ce genre de démarche, mais d'autres, pas du tout. Si vous dites à une famille, ah ben c'est très bien, mais votre enfant, faudrait l'envoyer au centre de ressources autisme du coin, là, parce que je pense qu'il va falloir lui faire un diagnostic. Voyez un peu. Donc, ce n'est pas du tout la responsabilité de l'enseignant. Lui, il a un regard pédagogique. Donc, c'est bien pour ça que cette plateforme, elle est uniquement sur ce versant-là. Par contre, il y a d'autres acteurs qui sont en mesure de faire ce lien, si besoin est. Le si besoin est, l'enseignant, il porte un regard pédagogique, c'est-à-dire qu'il ne va pas porter un regard médical. Donc effectivement, parfois, il faut renvoyer vers le médical, et vers le médical qui n'est pas le médical scolaire. Ce n'est pas la médecine scolaire qui va faire passer non plus un diagnostic de ce genre de choses. Par contre, la médecine scolaire, elle observe, et au regard de ça, elle va se tourner vers la famille en lui disant, voilà, au regard des difficultés d'apprentissage que rencontre votre enfant, ça pourrait être judicieux que vous retourniez vers vos médecins, peut-être traitants déjà dans un premier temps, et puis après, lui, normalement, il peut vous aider à vous orienter vers un centre. Voilà, mais ça ne peut être posé que par un médecin. Hein. Donc ça, on peut renvoyer vers un orthophoniste aussi, mais c'est même pas à l'enseignant de le faire. Hein. Ça non plus, ce n'est pas de la responsabilité de l'enseignant. Dès que vous portez sur un regard médical, ce n'est plus l'enseignant. Et c'est normal, ça relève de... je veux dire, moi je suis parent, je veux pas que quelqu'un vienne me dire vous devez faire ça. Enfin attendez, c'est mon enfant, c'est bon quoi, c'est moi qui dois savoir ce que je dois faire et c'est à moi de faire les démarches. Alors on peut être aidé, accompagné, ça tout à fait d'accord, mais attention, jusqu'à un certain point. La liberté, si je ne veux pas emmener mon enfant chez le médecin, j'ai le droit, hein, sauf si je le mets en danger, bien sûr.
Et au-delà de ça, j'ai le droit. Alors, après cette phase de suspicion d'un trouble ou de diagnostic, le jeune va être suivi par un ensemble de professionnels de santé, soit en libéral, soit à travers des services spécialisés qui dépendent d'établissements médico-sociaux. Donc, quelle est la capacité pour l'enseignant d'échanger avec les professionnels de ces établissements et services qui suivent l'élève pour mieux comprendre le fonctionnement de l'élève et de façon à mieux appréhender sa pédagogie? Alors, je me permets de répondre parce que du coup, je suis dans ce cas-là par rapport au profil de mes élèves. Déjà, c'est pas notre rôle à nous de définir les besoins de l'élève juste par rapport à un point médical. Donc, en fait, ça va être le travail de toute une équipe. C'est-à-dire que quand on parle, par exemple, de l'établissement des besoins, c'est pas l'enseignant seul qui le fait dans sa classe. Il le fait avec les professionnels de santé. Il le fait, par exemple, j'ai un élève dyspraxique. L'ergo s'est déplacé dans ma classe pour me dire, voilà, au niveau de l'espace, il faut l'agencer comme ça. Et puis, il va y avoir un besoin d'outils à ce moment-là. Et à ce moment-là, moi, j'aide l'élève par rapport aux recommandations qu'on m'a faites. Il faut savoir qu'en tant qu'enseignant, on a le droit de contacter les professionnels de santé. Par exemple, je pense souvent ce sont les orthophonistes qui accompagnent les élèves. Évidemment, ils ne peuvent pas tout nous dire, puisqu'ils sont sous secret médical, et de toute manière, il y a des choses, nous, qui ne nous intéressent pas pour pouvoir répondre aux besoins de l'élève, mais la collaboration, elle passe forcément par là. Oui, j'ajouterais juste, si vous voulez, que c'est dans le cadre de l'équipe de suivi de scolarisation qui a été évoquée tout à l'heure par un intervenant précédent qui vient d'arriver. Eh bien, effectivement, c'est dans ce cadre-là où normalement les enseignants ne sont pas tout seuls. Il y a d'abord un enseignant référent qui suit la situation individuelle de l'élève. Et puis, en plus, il y a évidemment tous les partenaires de soins, partenaires extérieurs qui sont sollicités. Un médecin qui accompagnerait un élève est tout à fait sollicité pour intervenir lors de cette équipe de suivi de scolarisation. Oui, bonjour. J'étais confrontée au cas d'un dossier MDPH pour un de mes enfants. Et en fait, le souci, c'est qu'il est monté par des personnes qui ne connaissent pas les enfants. Et du coup, on se retrouve avec une adaptation du temps de travail, de ceci, de cela, qui ne répond pas aux attentes et aux besoins de l'enfant. Donc, mais en fait, du coup, ça part sur de bonnes intentions en disant oui, mais bon, s'il a besoin. Mon enfant a passé le brevet avec une demi-heure supplémentaire dans un cadre particulier, alors qu'en fait, elle n'a pas besoin. Par exemple, il y a d'autres besoins et qui ne sont pas entendus parce qu'il n'y a pas de possibilité, mais en même temps, je ne sais pas comment expliquer ça. Il n'y a pas d'adaptation individuelle du corps de la MDPH. C'est du global, c'est-à-dire c'est soit un quart d'heure, soit une demi-heure, soit une heure. C'est soit vous avez un package, c'est tout ça. Sinon, c'est rien. Ça veut dire que votre enfant, il n'est pas handicapé. Et en fait, mon enfant n'est pas handicapé, puisqu'en fait, il peut aller à l'école tranquillement avec ses jambes, il peut aller y faire tout, mais il y a simplement besoin d'une petite adaptation pour que ça se passe bien, en fait, tout simplement. Donc, vous parlez des aménagements pour le passage des examens, hein, dans ce genre de choses. Ou sur le temps scolaire? Voilà. Justement, en fait, du coup, ça a été fait pour l'examen, mais en fait, de toute façon, c'est pas possible de le faire pendant le temps scolaire. Parce qu'en fait, si elle a besoin d'un quart d'heure supplémentaire en français pour faire son devoir, c'est pas possible, puisqu'en fait, il y a un cours juste après. On est d'accord? Donc moi, c'est pas ça que je critique. C'est forcément, mais déjà, c'est dommage, mais voilà, faut être cohérent aussi. Mais par contre, le jour de l'examen, vu qu'il y a besoin d'un quart d'heure supplémentaire, là c'était 3/4 d'heure, 3/4 d'heure supplémentaire, ça va être sur toutes les matières. Il n'y a pas d'adaptation, on a l'impression d'être un numéro tout le temps. Bon, donc en fait, on rejoint le fait alors je comprends bien qu'il ne peut pas y avoir cas par cas non plus, mais l'enfant ne se sent pas lui-même. Il n'est pas reconnu. Alors, je pense que... Excusez-moi Alain, je vais prendre tout de suite la deuxième question. Merci beaucoup, bonjour à tous. Moi, je suis au quotidien, donc soit je rencontre des enseignants ou bien des parents, et à chaque fois, que ce soit enseignants ou parents,
on me dit mais je n'ai pas l'information. Il y a beaucoup de difficultés en fait à obtenir des informations. Et je me posais la question par rapport à votre plateforme qui est formidable, mais comment est-ce que les enseignants vont savoir qu'ils peuvent avoir accès à ce type de plateforme? Comment est-ce que les informations redescendent? Et puis la question de Madame Brunet sur les familles, ça pourrait être intéressant effectivement de pouvoir collecter tout un tas d'informations qui pourraient leur être utiles parce qu'ils sont vraiment, vraiment démunis. Hier, on a eu une journée avec des parents et tous les parents qui sont venus nous voir sont vraiment dans l'attente d'informations. Comment est-ce qu'on peut les aider? Qui peut les aider? De quelle façon? Et on les sent... c'est difficile, c'est difficile. Merci. Bien, donc, juste sur la question des aménagements d'examen, si vous voulez, c'est effectivement quelque chose d'abord sur lequel on travaille. C'est un peu compliqué, donc je ne vais pas le développer aujourd'hui parce que c'est très très compliqué. Ça a l'air simple parfois comme ça, certaines questions, je le comprends, mais on est au sein d'un système. Et la problématique, c'est quand vous touchez à quelque chose, vous touchez à autre chose dans le système. Donc il n'y a pas de souci, on évoquait le quart d'heure tout à l'heure, effectivement, on le voit bien sur le temps scolaire pour un collège par exemple, rajouter un quart d'heure de temps supplémentaire pour un élève, c'est très compliqué. Et même au moment des examens, c'est compliqué. Alors on essaie de le faire, on essaie de demander à ce que les chefs de centre le fassent. Mais d'abord, il y a effectivement un problème de communication, d'information. Ils ne sont pas forcément tous au courant sur les modalités, sur comment faire. Et voilà. Ils ne sont pas tous sensibilisés non plus à cette question-là. Donc on a tout un travail de communication. Moi, je suis intervenu, par exemple, cette année en formation des... Alors vous intervenez à l'ESP auprès des enseignants. Moi, je fais la même chose dans l'école pour les cadres de l'éducation nationale. J'en ai eu 1000 cette année qui sont passés devant moi, les nouveaux cadres. Et justement, je leur ai présenté des tas de choses sur les besoins éducatifs particuliers, sur la plateforme, sur les aménagements d'examen, c'est-à-dire que comment peut-on expliquer qu'un élève pendant le temps scolaire bénéficie d'adaptation pédagogique parce que les enseignants le font. Parce qu'ils le font de plus en plus. On dit toujours du mal de l'éducation nationale, mais ils le font de plus en plus, j'en suis convaincu. Et vous savez pas très longtemps que j'y étais aussi. Et donc simplement, ils en bénéficient les élèves à ce moment-là. Et parfois, au moment du passage de l'examen derrière, on leur dit « Ah ben non, vous ne rentrez pas dans le cadre, c'est pas possible, donc vous n'y avez pas droit ». Donc ça, c'est totalement incohérent. Et je vous assure que sur ce point-là, qui a l'air quelque chose de basique, mais je lutte au quotidien. Vendredi dernier, j'ai encore écrit une note au ministre pour lui dire « ça, c'est pas possible. Là, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça. On va avoir la révolution dans les classes et dans les écoles. » Donc non, il faut que, vous voyez, il y ait une continuité, une cohérence entre ce qui se passe sur le temps scolaire et ce qui se passe au moment des examens. J'en suis complètement convaincu. Alors après, la deuxième question portait sur l'information des familles. J'entends. Comme je vous le dis, cet outil-là, pour l'instant, c'est un outil pédagogique pour les enseignants. Et on le veut comme ça. Pour y entrer, il faut avoir une adresse académique. Il faut avoir AC-Lille, AC-Versailles, AC, voilà. Donc pour l'instant, on a cette contrainte-là, de toute façon. Et parfois, c'est important aussi qu'il y ait des espaces qui soient réservés aux enseignants. Par contre, ce que j'entends dans votre question, c'est l'information aux familles. Et ça, je suis d'accord avec vous, effectivement. Alors nous avons un site national, education.gouv.fr, qui est un site d'information à destination des familles. Sur les besoins éducatifs particuliers, je suis d'accord avec vous, il y a des tas de choses à revoir, il y a des tas de choses à affiner. Je vous donnerai un exemple simple sur lequel je suis intervenu dernièrement. Et comme on n'en a pas parlé, là on a parlé beaucoup de certains types de troubles. Et quand même, je veux attirer l'attention aussi de tout ce qui a été dit tout à l'heure aussi. C'est très bien, c'est très bien, certaines choses qui sont mises en place. Attention, je ne vais pas montrer les chiffres, mais les élèves que nous avons en situation de handicap avec une reconnaissance de handicap, avec un PPS, pour quasiment 70% des élèves, pour quasiment les 3/4, sont des élèves qui ont des difficultés cognitives. Des difficultés d'apprentissage, mais profond. L'exemple qui était donné, un élève de 15 ans qui est avec un niveau scolaire de moyenne section, très bien le numérique, pas de souci. Sauf qu'il ne rentrera pas à HEC. Je suis désolé, et j'ai rien contre HEC. Simplement, il faut être aussi parfois lucide. La réalité de la vie et du monde, c'est aussi ça. C'est l'hétérogénéité du monde dans lequel on est. Et il faut prendre en compte cette hétérogénéité et pouvoir apporter des réponses à tous. Ou plutôt, moi je dirais, à chacun. Donc, si vous voulez, par rapport à cette information sur les familles, je donnerai un exemple, c'est sur les sourds. J'ai rencontré des familles, des associations de familles sourdes. Moi, je travaille quotidiennement avec les associations de familles qui m'ont dit c'est scandaleux, les enfants sourds ont un niveau de scolarisation bien moindre que les autres. Et c'est vrai, ils ont raison.
C'est scandaleux. Ils n'arrivent même pas jusqu'au bac. Pourquoi? Parce qu'ils sont sourds, simplement. Donc là, effectivement, on a un travail à faire très important d'accessibilité, de permettre l'accessibilité des savoirs pour l'ensemble de ces élèves, au regard de leurs besoins et de leurs capacités. Donc, par exemple, sur la surdité, il faut pouvoir donner plus de possibilités avec la LSF, la langue des signes française, avec des choses comme ça. Voilà. Voilà. Je vous donnerai juste cet exemple pour vous montrer que le sujet, effectivement, est... Alors, on voit bien aujourd'hui, si vous voulez, de plus en plus, ce sujet est sur la table. En plus, il est mis quand même en première ligne depuis quelques temps. C'est pour ça que les jours et les nuits sont quand même assez remplis. Et c'est normal, parce qu'on a évolué sur la définition du handicap. Aujourd'hui, on parle de handicap, mais en réalité, c'est plus que ça, c'est besoin éducatif particulier, qui est un spectre beaucoup plus large. Les élèves en situation de handicap, c'est même pas 3%. Mais les BEP, les besoins éducatifs particuliers, ça va bien au-delà. Ça va à 10, 20, j'ai même pas... Il y a une chercheuse, il y a 30 ans, qui parlait en Angleterre, qui parlait déjà de 20% de la population. Donc vous voyez, tout dépend où vous mettez le spectre, où vous vous arrêtez. Je crois que c'est très intéressant. On pourrait en parler encore longtemps, mais je crois que là, on est obligé d'arrêter. Je crois qu'il y a une deuxième édition l'an prochain, donc on en reparlera l'an prochain. Ça, alors là, vous pouvez y compter. Sharon, elle est en train de travailler dessus déjà.